Et salut tout le monde, c'est Isoka et bienvenue pour ce numéro 11 de Issue de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les single issues que j'ai eu dans la semaine. Avec au programme, une fois n'est pas coutume, on commencera par du Marvel avec le quatrième numéro de Ultimate X-Men. On enchaînera avec des titres Distillery, avec le one-shot de Devil's Cut, puis les numéros 1 de The Blood Brothers Mother et de White Boat. On continuera avec Boom Studios avec les trois premiers numéros de Man's Best et le numéro 5 de Pine and Merrimack qui conclut la mini. Et on terminera avec un seul titre issu de Image Comics, le numéro 2 de Ain't No Grave. Donc encore une fois, un programme plutôt copieux, on va pas avoir le temps de s'ennuyer. Et on commence sans plus attendre avec Ultimate X-Men numéro 4. Alors oui, moi j'ai pris que des variantes cover de Peach Momoko, où elle présente chacun des personnages qui va être important, on le sait. Alors effectivement, c'est l'univers Ultimate, c'est ce qui suit Ultimate Invasion puis Ultimate Universe. À la fin d'Ultimate Universe, ça nous était clairement teasé, voire un petit peu révélé ou complètement spoilé, c'est selon. Donc on va vous parler de Hisako Ishiki. Hisako Ishiki, pour ceux qui la connaissent, c'est Armor. Je vais essayer de vous la montrer. Hop, voilà, c'est Armor ici, forcément, et on le voit avec son pouvoir. Donc on va suivre en fait un petit peu lycée japonais, des différents écoliers, différents lycéens qui vont aller un petit peu là-bas, puis on va faire la rencontre justement d'Hisako Ishiki qui va se rendre compte qu'elle est dotée de pouvoir sans qu'elle ne s'en soit rendue compte finalement, un petit peu cette armure protectrice, hein, cette armure qu'on a déjà vu, hein, Armor c'est un X-Men, enfin c'est un mutant qu'on a déjà vu par le passé au début des années 2000 notamment. Mais voilà, donc ce pouvoir se manifestait visiblement non pas par la manière d'un gène X, mais d'une espèce de talisman, d'un pendentif. Donc voilà, il y avait encore pas mal de questions soulevées sans avoir de réponse. Donc là, je vous parle vraiment du numéro 4. Ensuite, elle allait rencontrer d'autres personnes comme May qui sera vraisemblablement celle qui va remplacer Storm, même si on le sait tous, hein, Ororo est irremplaçable. Mais là, on a vraiment une proposition différente. Comme vous pouvez le voir, c'est clairement pour séduire les lecteurs lectrices de manga. Donc c'est Peach Momoko. Hein. Peach Momoko, elle avait notamment cartonné pour ses variantes cover, hein, qui étaient vraiment très chouettes. Et là, on a vraiment une proposition artistique très singulière. Moi, qui me convainc complètement. J'aime beaucoup. J'avais assez apprécié Demon Days et Demon Wars, même si je trouve qu'elle avait énormément de soucis par rapport aux scènes d'action. Ce qui peut être encore un petit peu mon problème d'ailleurs dans ce numéro. Mais très compliqué de vous montrer des images sans vous montrer des pubs, tellement il y a de publicité dans les singles Marvel, c'est hallucinant. Donc voilà, écoutez, c'était un numéro comme les autres, à savoir qu'il se passe pas grand chose, c'est plutôt joli ce que fait Peach Momoko, mais on comprend pas trop le lien avec le reste de l'univers Ultimate. Bon, on nous explique dès l'intro, et de toute façon à la fin de Ultimate Universe, que si vous voulez, c'est The Maker qui a mis un de ses émissaires dans le territoire de Inokuni, donc c'est Terre de Feu. Et on va peut-être voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on va suivre le personnage de Hisako Ishiki, donc au lycée, visiblement qui est un petit peu marqué par un drame qu'elle a connu récemment. Et c'est notamment un drame par rapport à un de ses anciens camarades de classe, Tsubasa, qui a mis fin à ses jours dans des tragiques circonstances. Et on a un petit peu ce genre de spectre de la culpabilité qui va continuer à la hanter. C'est un petit peu la manière dont elle a acquis ses pouvoirs, ce pendentif ou ce talisman. On a beaucoup de choses un petit peu curieuses. Donc il y a d'autres personnages avec qui elle va former une sorte d'alliance, de gens un peu bizarres qui auraient des pouvoirs qui se révéleraient dans l'adversité ou quand nécessité fait loi. Et à côté de ça, cet épisode va se concentrer sur une confrontation principalement avec quelqu'un qui justement lui rappelle un petit peu cette différente culpabilité. C'est ce personnage-là. Donc, qu'on avait déjà aperçu dans les numéros précédents. On avait vraiment quelque chose d'assez fréquent justement sur comment gérer la culpabilité, en quoi est-ce qu'elle est responsable, qu'aurait-elle pu faire pour éviter ce drame. Donc là voilà, c'est les scènes d'action dont je vous parlais un petit peu, que je trouve pas toujours très lisibles, même si très jolies, pas toujours très lisibles de la part de Peach Momoko. Donc voilà, Ultimate X-Men, je vais aller au bout de l'arc, mais je suis pas certain de continuer parce que je suis pas transporté. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un chapitre de manga sans cliffhanger, mais sans quelque chose d'extraordinaire non plus dans l'intrigue ou dans les personnages. Les personnages, je m'en fous. L'intrigue, elle avance pas, et c'est joli. Voilà. Donc c'est un petit peu maigrichon quand même pour pleinement apprécier les lectures. Donc pour l'instant, moi, l'univers Ultimate, je suis vraiment pas convaincu.
Ultimate Spider-Man avait bien commencé, puis les 4 et 5 m'ont un peu désolé. Le numéro 1 de Ultimate, c'est sympathique, mais j'ai pas l'impression que ça va révolutionner le genre ou que ça va réinventer la roue. Et ce Ultimate X-Men, bah, ça avance tout doucement, quoi. Donc voilà, assez peu convaincu au final. On enchaîne, je vais faire une petite parenthèse avec les titres Distillery, dont je vous avais déjà parlé par l'intermédiaire de Spectrograph, de James Tynion IV et Christian Ward. Bah, j'avais envie de un petit peu de me pencher à ce qui s'était fait justement. Bah là, je vous présente tout simplement le one-shot de Devil's Cut qui était sorti en fait en août dernier. Donc comme d'habitude avec les couvertures wrap-around. Et justement, il y avait un petit peu un message de préambule. On nous présente un petit peu l'éditeur Distillery. Si vous voulez, c'est un petit peu une collection de one-shot en guise d'introduction à l'univers. Donc voilà, là ils expliquent qu'ils font quelque chose de différent, etc. Avec l'intégralité des 11 récits, il y a quand même 11 récits, donc c'est quand même beaucoup. Qui varient entre 5 et 8 pages. Donc vous avez 68 pages de bande dessinée dans ce one-shot. Vous avez donc du Spectrograph, justement en guise d'introduction, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de James Tynion IV. Vous avez Shepherd. Vous avez 8 Rules to Make It Out in One Piece, écrit et scénarisé par Elsa Chartier. What's Mine is Hers, bref, du Joel Jones, du Mirka Andolfo, du Jock, du Eduardo Risso, du Frank Avila, enfin c'est... Là par exemple, vous avez du Elsa Chartier. Donc si vous voulez, vous avez plusieurs petits récits, vraiment très courts, soit en guise d'introduction, en fait, à une mini-série qui va venir, notamment vous avez un récit introductif de Spectrograph, je vous en ai parlé, vous avez également un petit entracte de Blood Brothers Mother, dont je parlerai plus tard, ou notamment une introduction assez intrigante de White Boat, dont je vais vous parler tout à l'heure également. Donc là, vous avez par exemple du Joel Jones, que je trouve en grande forme. Moi Joel Jones, c'est une artiste que j'aime énormément, qu'on a pu apprécier dans Lady Killer, notamment, que j'ai beaucoup aimé, qui était sorti chez Glénat, je crois, en VF. Elle a fait aussi du Catwoman, qui était très chouette. Enfin, Joel Jones, c'est vraiment une artiste que j'aime énormément. Là, vous avez du Eduardo Risso, dont je vais vous reparler vraiment juste après, qui est assez déroutant. C'est pas du tout l'Eduardo Risso qu'on a l'habitude de voir avec Azzarello. Il est toujours avec Azzarello cette fois, mais il se colorie lui-même aussi. Ça donne quelque chose de très différent. On a du Frank Avila. Enfin, on a vraiment un ensemble de one-shot qui nous introduit un petit peu dans l'univers de Distillery. Donc, c'était vraiment assez cool. Il y a certains... Enfin, pas one-shot, pardon, des récits assez courts ou des petits récits introductifs. Il y a des choses qui étaient vraiment très intéressantes et qui donnent envie de découvrir l'univers, et d'autres très dispensables et franchement assez osef. Donc voilà, c'était vendu à 9,99$. Moi je l'ai eu en solde, vraiment à moins de 2 livres sterling, donc à moins de 2 pounds, avec cette couverture exclusive de Forbidden Planet, de Lula Lotte. Donc voilà, c'est assez intéressant, mais je dirais pas que c'est indispensable. Si jamais il y a une des mini-distilleries qui vous intéresse, franchement, vous n'êtes pas obligé de prendre ça, sauf si vous le trouvez à bas prix, là pourquoi pas. Donc c'était sympathique, parfois très intéressant, mais parfois complètement dispensable et aux F tiers. Donc il y a quand même des choses assez chouettes, comme notamment du Mirka Andolfo ici. Donc vous avez vraiment, au niveau des artistes, franchement, du Jock ici, c'était plutôt sympa. Hein. Voilà, puis on termine avec justement, je crois, Lee Garbett. Hop, et Lula Lotte. Donc Lee Garbett ici. Que j'aime beaucoup, Lee Garbett, avec Joe Anderson qui avait travaillé sur Skyward et qui vont revenir, je crois, sur une autre série chez Distillery. Et là, du Lula Lotte. C'est peut-être ce qui introduit Somna. Somna, je vais sûrement aller sur le hardcover parce que franchement, je suis intrigué. Donc voilà pour Devil's Cut. Donc je suis allé sur Blood Brothers Mother, justement scénarisé par Brian Azzarello, dessiné, ancré et mise en couleur par Eduardo Risso. Et là, vous avez une cover de Albuquerque que je trouve assez extraordinaire. Vraiment super belle. Donc vraiment très chouette. Et en fait, déjà, moi, j'avais trouvé ça assez intriguant. C'est-à-dire que... Hop, pardon. Donc voilà. C'est quand même un style assez particulier, Eduardo Risso. C'est pas du tout, comme je vous disais en préambule, le Eduardo Risso qu'on avait l'habitude de voir. Là, on a quelque chose de très en rondeur, de manière assez étonnante, presque caricaturale, limite criarde. C'est assez déroutant, assez surprenant, mais très rapidement, on est happé dans le récit. Et on a envie de continuer, en fait. Et c'est vraiment très intéressant. Donc on a... le récit s'ouvre sur une sortie de prison. Donc on a une personne qui sort de prison.
Ses deux frères viennent le chercher et forcément, il veut récupérer certaines choses. Enfin, il a des objectifs prioritaires lors de sa sortie de prison. Sauf que tout ça va se heurter en fait à une autre famille, à un autre village. Il va un petit peu récupérer ce qui est sien, sauf que ce qui est sien, bah, on parle d'une personne qui a refait sa vie, tout simplement. Une personne qui a refait sa vie lors de son séjour en prison. Et lui, il veut tout simplement récupérer cette personne, mais ça ne va pas être aussi simple que ça. Donc voilà, on va avoir un petit peu, j'ai l'impression, l'histoire de ces trois jeunes frères qui vont subir un drame, et l'histoire de ces trois frères beaucoup plus âgés, qui vont perpétrer le drame. J'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu ce chassé-croisé entre ces deux-là, ces deux points de vue. C'est vraiment très intriguant, avec un cliffhanger assez important. Donc autant j'ai été très dérouté par la colorisation et les dessins d'Edoardo Risso dans un premier temps, autant finalement j'ai passé un très bon moment de lecture et je suis très intrigué sur ce que Azzarello va nous raconter par la suite. Donc vraiment, ce Blood Brothers Mother, je crois que c'est en 3. Je crois que ce seront en 3 numéros, alors ça c'est pareil. Je corrigerai si jamais je vous dis des bêtises parce que je suis pas toujours certain de ce que j'avance. Mais honnêtement, ben, assez intriguant. C'est pas non plus un coup de cœur. Mais franchement, c'est bien. J'ai été franchement plongé dans cette espèce de western, vengeance, récit avec double narration qui s'entremêle. Ou alors c'est un seul narrateur et j'ai peut-être pas encore compris la subtilité. Enfin, à voir. Mais vraiment, à suivre. Plutôt intriguant ce Blood Brothers Mother. J'aime beaucoup. On termine pour les titres distillerie avec, cette fois, White Boat. Alors, toujours une cover de Raphaël Albuquerque, décidément. Donc, White Boat, c'est une série scénarisée par Scott Snyder et dessinée par Francesco Francavilla, et mise en couleur également par Francavilla. Mise en couleur, chaque fois je dis color, mise en couleur par Francesco Francavilla. Donc voilà, on a White Boat. Donc on avait eu une petite introduction qui était franchement hyper intrigante sur un petit peu le concept de ce bateau blanc dans The Devil's Cut. Et là, même chose, on a vraiment une introduction qui est géniale, une introduction de 5-6 pages, qui est l'introduction, puisque c'est juste avant l'ouverture du chapitre 1. Et forcément, on va avoir quelque chose d'assez troublant. On comprend pas trop ce qui se passe. On a un drame, quoi. On nous raconte le drame qu'on nous avait déjà un petit peu raconté en préambule dans Devil's Cut, comme je vous le disais. Et ensuite, on revient à la situation présente. Donc, on va suivre le personnage de Lee. Et ce personnage de Lee qui a un passé, on nous l'explique, avec son père, avec son frère, très attaché à tout ce qui est bateau. Et du coup, il écrit des petites revues sur différents bateaux. Et donc, c'est vraiment une de ses passions. Et c'est quelque chose qui, malgré le drame infantile, ne l'a pas quitté. Il trempe toujours un petit peu. Il trempe toujours dans l'eau et un petit peu dans les bateaux, justement. Jusqu'au jour où il va faire la connaissance jusqu'au jour où il va rencontrer un mystérieux personnage qui va lui remettre un petit parchemin ici, là, voilà, comme vous pouvez le voir, et qui va contenir une invitation des plus surprenantes, puisqu'il va être invité à aller à bord du White Boat, donc ce bateau blanc, mais de ce bateau blanc qui était un mythe jusqu'à présent. On nous explique que tous les bateaux, tous les yachts coûtent extrêmement cher, qu'à chaque fois c'est un petit peu la surenchère de carcasses de métal au niveau de la hauteur, de la taille, de la longueur, et du prix qu'il a coûté. Mais visiblement, le White Boat, on se demandait si c'était véritablement un bateau qui existait ou non. Parce qu'il a quand même coûté plus de 3 milliards de dollars, rendez-vous compte. Quand les autres bateaux coûtent la bagatelle de plusieurs centaines de millions d'euros. Ou de dollars. Pour l'unité monétaire, je ne suis pas tout à fait certain, mais enfin, à mon avis, vous mettez dollars, roubles, youpi ou yen, ça fait quand même un petit peu mal ce genre de montant. Donc voilà, vous allez avoir un petit peu l'exploration de ce bateau par Lee. Et il y a un moment où forcément le récit va basculer dans quelque chose d'assez effrayant, d'assez inexplicable, d'assez horrifique. Et c'est la plongée de Lee dans justement ce bateau blanc. Et ce bateau blanc où il reprochait un petit peu d'être tristement ordinaire. Ah bah donc c'est ça le White Boat. Bah, finalement, il désirait en connaître un petit peu plus, en savoir un petit peu plus. Peut-être va-t-il assez rapidement regretter cette décision-là. Donc vraiment ce White Boat numéro 1, j'ai trouvé excellent, très intriguant. J'aime bien ce concept et vraiment le côté rattrapé peut-être par son passé ou en tout cas récompensé ou non par ce qui nous attire ou ce qui nous passionne. Ah, c'est un petit peu faites attention à ce que vous désirez. Voilà, ça risque de s'exaucer et vous risquez de le regretter par la suite. Donc on a vraiment quelque chose qui est assez fascinant. Donc White Boat de Snyder et Francavilla, c'est un grand oui et je vais clairement continuer avec grand plaisir. Voilà.
pour cette petite parenthèse distillerie, on enchaîne avec Boom Studios, vous le savez, qui est un éditeur que j'aime énormément. Et j'ai fait la découverte de Man's Best. Et oui, Man's Best de Pansak Pitchetshot au scénario et de Jency Lonergan au dessin et à la colorisation. J'en avais entendu parler vite fait, j'avais vu passer ça. Je me dis, ah là là, mais pourquoi je suis passé à côté de ça? Ça a l'air trop mignon, trop chouette. Ces espèces d'animaux un petit peu armés façon We Three de Grant Morrison et Frank Quitely, qui est vraiment un récit que j'aime énormément. Et je me disais, tiens, ça a l'air vraiment très 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 bien. Effectivement, je me suis pas trompé. J'ai adoré, c'est un coup de cœur. C'est peut-être un de mes coups de cœur de la semaine, Man's Best. Là, je vais vous parler des 3 premiers numéros. Donc, on a vraiment Athos, Porthos et Aramis. Non, et Lovie. Athos, Porthos et Lovie, parce que elle voulait effectivement les appeler comme les 3 mousquetaires. Donc, vous avez Athos, Porthos et Lovie. Mais le troisième, elle s'est pas résolue à l'appeler Aramis parce que je le trouvais trop cute, trop mignon. Donc, elle l'a appelé Lovie. Et oui, je dis elle depuis tout à l'heure, c'est qui elle? Bah, c'est le docteur, ce docteur que vous voyez ici. Là, pardon. Tac. Qui, franchement, a un petit peu insisté pour que lorsque le périple spatial, parce que oui, c'est un périple spatial, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on est, on est en science-fiction d'anticipation, et forcément, on a encore un petit peu une sorte de colonie spatiale. On cherche à coloniser ou terraformer une autre planète, puisque comme d'habitude, voilà, c'est elle le docteur. On a fait n'importe quoi, on a fait des conneries, on a enchaîné crise environnementale sur crise environnementale, on a tout pété, on a tout cassé, mais on a toujours besoin des actionnaires qui, eux, vont nous dicter où est-ce qu'on va vivre. Donc c'est un peu cynique, c'est un peu terrible, c'est un petit peu l'état des lieux dans lequel on se retrouve. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi ces animaux? Parce que ce docteur est persuadé qu'on a besoin des animaux déjà pour ne pas sombrer dans la folie. Elle les entraîne un petit peu, elle se divertit en les mettant dans une salle holographique un petit peu où eux s'entraînent justement à affronter des menaces. C'est ce qu'on voit au début du comics en fait. Et c'est vraiment, voilà, ça fait penser un petit peu aux X-Men, un petit peu cette entraide justement d'équipe, avec ce Athos qui serait un petit peu le cyclope qui donne les consignes, qui donne les ordres, qui râle quand on respecte pas justement ses directives. C'est vraiment super bien. Et donc elle insiste en disant que ces animaux sont indispensables en fait à bord de ce vaisseau spatial, de cette navette, ne serait-ce que parce que c'est ce qui ressort d'une meilleure de l'humanité. Donc d'où le titre Man's Best. Donc on a vraiment quelque chose d'excellent. Et quand tout à coup, forcément, vous voyez ici, alert, alert, il va y avoir quelque chose d'assez étonnant, évidemment, c'est le twist, hein, c'est l'élément perturbateur, comme on dit dans les récits. Forcément, il va y avoir un gros souci. Et nos animaux, Athos, Porthos et Lovie, vont se retrouver catapultés, en fait, dans une terra incognita, effectivement, en terre inconnue. Et là, forcément, on va voir si les différents exercices qu'ils ont pu faire dans leur chambre holographique vont leur servir. Surtout que ça se passe pas forcément bien. Hein. Un petit peu leur exercice dans la salle des dangers. Où Athos a des petits doutes. Il comprend pas qu'on ne suive pas ses directives. Est-ce que sont cela les bonnes directives? Parce qu'ils ont tous les deux vraiment un armement. Enfin, tous les trois, pardon, les 3 mousquetaires ont tous les 3 un armement assez différent et complémentaire. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça excellent. Donc, on va voir justement ce chat et ces 2 chiens arriver dans une planète complètement hostile. Comment vont-ils faire pour s'en sortir? Eux qui, a priori, n'étaient qu'un divertissement pour les véritables colons qui étaient là pour coloniser une planète qui disparaît, qui réapparaît, enfin beaucoup de choses assez surprenantes. Donc vraiment c'est super, là je vous présente le numéro 2. Alors on a une variante cover ici de Stephens, donc, que j'aime beaucoup. Voilà, de Jay Stephens. Donc on continue voilà, avec ce numéro 2, toujours dans le planète hostile, donc je vais pas trop vous montrer, mais je sais que c'est vraiment génial. Hein. Il y a des monstres qu'ils appellent les Clangers, vous verrez pourquoi. C'est vraiment super parce que on a vraiment un petit peu comme cet univers de Refree, à savoir ces personnages qui un petit peu veulent ne faire qu'un, qui pensent qu'ils devraient se démarquer, ils comprennent pas pourquoi l'humanité ne fait que chamailler quand eux ils font corps. Mais font-ils vraiment corps? C'est ça qui est aussi intéressant. Vont-ils douter d'eux-mêmes ou pas? Vont-ils affirmer vraiment ce qu'ils ont appris, ce que le docteur leur a appris? Ça parle beaucoup d'indépendance, de dépendance, de codépendance, d'interdépendance. Enfin, de qui dépend-on? De ceux qui nous ont appris quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu nos repères? Sur qui peut-on s'appuyer? Comment peut-on se replier? Enfin, c'est passionnant. Et on voit que vraiment, ils vont compter les uns sur les autres, sauf que quand on peut pas se camper sur certaines certitudes ou certains acquis, comment fait-on face à l'inconnu? Donc c'est vraiment génial. Là, je vous présente le numéro 3 également.
avec une cover de Harrison. Oui, c'est ça, c'est J.J. Harrison. Et vraiment, on a vraiment quelque chose que je trouve génial, qui est très beau aussi, hein, très beau, autant dans les dessins que dans la colorisation de Jesse Lonergan. Donc je suis vraiment complètement happé. Alors là, les personnages, je vous dis que ça, hein, les personnages qu'on croise dans le numéro 3, c'est savoureux, dans tous les sens du terme, c'est délicieux. Donc vraiment, c'est génial, moi, ça m'a fait beaucoup rire, je trouve ça très intriguant. Je conseille très fortement la lecture de Man's Best, dont le numéro 4 vient de sortir ou va sortir très bientôt. Franchement, c'est mon coup de cœur de la semaine. Voilà, Man's Best de Pansac Pitchet Shot et de Jesse Lonergan. C'est excellent, 3 numéros de sortie. Franchement, foncez, c'est génial. On reste chez Boom Studios avec le numéro 5 d'une mini-série que j'ai beaucoup appréciée jusqu'alors, Pine and Merrimack. Je vous en ai parlé un petit peu, forcément. Pine and Merrimack, c'était sur ces deux personnages, hein, Linnea et Parker, deux personnages qui s'étaient rencontrés de manière un petit peu inattendue, comme beaucoup de rencontres, me direz-vous. Mais voilà, c'était quelqu'un qui était peut-être promis à un avenir de détective. Mais les choses ne se passaient franchement pas bien pour elle, puisqu'elle n'avait pas le cœur assez accroché pour assister au meurtre. Malgré vraiment, a priori, voilà, une qualité d'enquêtrice qui n'était plus approuvée. Donc on a vraiment quelque chose de très intéressant dans ce numéro. Je vais essayer de pas trop vous montrer pour pas trop vous spoiler, mais forcément on a quelque chose qui était assez touchant, qui était très fort dans la fin du numéro 4, qu'on avait un cliffhanger très marqué. Donc ce numéro 5 évidemment est le dernier épisode de cette mini en 5. Ou pas. Et justement c'est un petit peu l'intérêt de ça, parce qu'on va faire des va-et-vient un petit peu entre la situation présente et une situation passée, quelques souvenirs évoqués en fait pour Linnea. Et on va voir un petit peu comment va se terminer cette série, et c'est très intriguant, cette confrontation finale quelque part. Puisque vous le savez, il y avait une espèce d'une organisation qui avait l'air vraiment presque nationale, presque gouvernementale, enfin quelque chose d'assez fort, un énorme complot. Mais ce complot, on pensait que c'était des sortes de rites sexuels dégueulasses. Or, c'était pas ça. Donc, de quoi il était question? Bien, jusqu'ici, on ne le savait pas. Et ce qu'on va apprendre un petit peu, on va l'apprendre par bribes, et on va l'apprendre clairement dans ce numéro 5, puisque c'est évoqué dès le début. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, ce concept va être un petit peu poussé jusqu'au bout, en fait, quelque part, et va justement nous poser des questions à nous, lecteurs. Est-ce que cette série est finie? Est-ce qu'elle reviendra? Et ça, c'est assez troublant, ça peut être très déroutant. Moi, j'ai apprécié, mais je peux comprendre qu'on n'ait pas apprécié du tout. Mais pour moi, c'est le début d'un tout qui doit être plus grand. Si c'est une mini en 5 et que ça s'arrête comme ça, pour moi, c'est un échec. Ça devrait pas être ça. J'espère que c'est vraiment la promesse de quelque chose de plus grand qui va venir bientôt. Je fais confiance à Kyle Starks, le scénariste, pour nous revenir en grande forme et pour vraiment raccrocher les wagons de cette promesse. Parce que si c'est une promesse et s'il finira par répondre à ces engagements-là et vraiment proposer quelque chose de plus ambitieux et qui boucle la boucle, franchement, là par contre, ça donne envie et ça laisse songeur. Donc j'espère franchement que Pine and Merrimack reviendra. Pour ceux qui ont lu la série, vous devez comprendre de quoi je parle, et sinon, sinon tant pis. Ça peut expliquer aussi qu'on fait des mini en 5, et si ça se vend, on fait des séries régulières. Enfin, si telle est la technique narrative, franchement, je vais gueuler. Hein, je vais gueuler clairement, parce que je suis pas d'accord sur la méthode. Voilà. Voilà pour Pine and Merrimack numéro 5, qui est quand même une mini-série que j'ai appréciée, mais vraiment j'espère qu'elle reviendra, parce que ce qu'elle a proposé, c'est à la fois trop classique et trop original pour en rester là. C'est trop classique si on en reste là, et c'est franchement très original et très intriguant si on continue. Voilà, je suis cryptique, mais c'est volontaire. On termine, une fois n'est pas coutume, par Image Comics, figurez-vous. Et oui, un seul titre de Image Comics cette semaine, et c'est une suite, la suite de Ain't No Grave, qu'on avait chroniqué maintenant il y a quelques semaines, quand on faisait une spéciale Scotty Young notamment. Donc Ain't No Grave, c'est toujours scénarisé par Scotty Young, dessiné par Jorge Corona, et mise en colorisation par Jean-François Beaulieu. Jean-François Beaulieu qui suit Scotty Young partout où il va en indépendant. Donc vous vous souvenez, on avait ce premier numéro qui était Denial, le déni. On a ce deuxième numéro qui est Anger. Donc il y a des grandes chances qu'on passe par différentes phases d'un processus de deuil. D'accord? On a eu le déni, on a la colère. Peut-être aura-t-on encore la tristesse ou finir par l'acceptation. Donc on a vraiment tout, on va dire, ce voyage initiatique avec sa propre personne. Hein, c'est ce qu'on nous expliquait un petit peu dans le numéro 1. C'est vraiment très touchant. Elle arrive dans un univers, on va dire, qui est très hostile.
où franchement, il est pas facile de s'en sortir vivant, on va dire. Et donc on commence comme ça, où là franchement ça défouraille dans tous les sens. On suit toujours ce personnage qui est très énervé, très revanchard. Donc on va vraiment assister à pas mal de scènes d'action qui en mettent plein la ratine. Et comme d'habitude, comme vous pouvez le voir, Scotty Young laisse la place à Jorge Corona et à Jean-François Beaulieu pour s'exprimer pleinement et nous faire vivre ces différentes séquences d'art séquentiel, justement. Et c'est vraiment super, quoi. Moi j'ai trouvé ça génial. On a des scènes qui sont folles, comme celle-ci par exemple. Donc on a vraiment quelque chose de fou. Et on va continuer malgré tout. Encore quelques flashbacks qui sont magnifiques. Donc voilà, on oscille entre quelque chose de très clair, très joyeux dans les souvenirs, à quelque chose de très sombre et crépusculaire, voire complètement apocalyptique. Donc on a vraiment ce travail de Jean-François Beaulieu que je trouve fou. Ce travail également de Jorge Corona qui est incroyable. Donc on avait vraiment quelque chose, un épisode beaucoup plus axé action. Heureusement qu'on a ces périodes de flashback parce qu'autrement, forcément, il n'y a pas grand monde à qui parler pour le personnage principal. Mais on a vraiment quelque chose, encore une fois, très intriguant, qui fonctionne bien, hyper fluide, hyper rythmé, avec un cliffhanger assez intriguant. Donc voilà, je rappelle que c'est une mini en 5 et une No Grave. Et là, c'était déjà le numéro 2. Donc voilà, ça va vite malheureusement. C'est tout pour moi, voilà. C'est la fin de cette issue de secours numéro 11. En résumé, énorme coup de cœur pour les 3 premiers numéros de Man's Best chez Boom Studios. Et puis aussi des numéros très intrigants chez Distillery, notamment White Boat, que j'ai beaucoup aimé. Et Blood Brothers Mother, que j'ai moins aimé, mais qui m'intrigue beaucoup quand même. Et puis à côté de ça, voilà, Ain't No Grave, que j'aime toujours autant. J'ai hâte de lire la fin. Et puis, Pine and Merrimack, qui, là, je vous ai déjà donné mes impressions. 6 millions en 5, c'est regrettable, c'est dommage, et ça commence franchement à m'énerver un petit peu. Mais si c'est le début de la promesse pour quelque chose d'autre et de plus grand, alors c'est savoureux. On verra bien. Time will see, le temps nous le dira. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Merci de lâcher un petit like et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, et à très bientôt, à mercredi prochain pour d'encre et de bulle en live à 21h, et sinon à dimanche prochain pour un nouvel épisode du Ici de Secours ou de la Palle du Devoir. Allez, salut, ciao!